avec vous, nous nous intéressons aux énergies en Île-de-France, électricité, gaz, fioul, pétrole. La région Île-de-France est fortement dépendante des autres territoires pour s'alimenter en énergie. Un exemple, au niveau de l'électricité, 95% de l'électricité consommée dans notre région provient en dehors de nos frontières. On en parle avec nos invités. Bonsoir Nathalie Lemaitre. Vous êtes déléguée régionale Île-de-France de RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. À vos côtés, Christophe Provost, bonsoir. Directeur général du SIGEF, service public du gaz, de l'électricité et des énergies locales en Île-de-France. Votre syndicat organise la distribution publique de gaz et d'électricité pour 189 collectivités en Île-de-France, soit 5 600 000 habitants. Et avec nous également sur ce plateau, Emmanuel Tixier, bonsoir, de la rédaction de France 3 Paris-de-France pour de nouveaux décryptages. Oui, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Ce soir, nous verrons que l'Île-de-France consomme beaucoup d'énergie, mais en produit seulement à la marge. Donc on disait à l'instant, l'Île-de-France est fortement dépendante des autres régions françaises et bien sûr des autres pays européens et même d'autres zones du globe pour s'alimenter en énergie. Nathalie Lemaitre, côté électricité, on le rappelle, 95% d'électricité provient d'autres régions de France. Est-ce que ça veut dire que la région est plus vulnérable que d'autres par rapport à la demande? On sait que c'est la région la plus peuplée de France. Alors, l'équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité, il est réalisé à l'échelle de la France entière par RTE, c'est une de nos missions. Et nous veillons à chaque instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ce que cet équilibre soit réalisé et que chacun des Français soit alimenté en électricité en acheminant au travers de notre réseau de transport d'électricité, l'électricité des lieux où elle est produite vers les lieux où elle est consommée. Donc le fait qu'il y ait peu de production en Île-de-France, c'est assez normal. Il y a peu de foncier disponible pour installer des centrales de production d'électricité en Île-de-France. En revanche, d'autres régions produisent beaucoup plus que ce qu'elles consomment. Et finalement, c'est ce partage entre régions à l'échelle de la France entière qui permet d'alimenter l'ensemble des régions et chaque Français, chaque Francilien à chaque instant en électricité. Puisqu'on parle de cet équilibre très important entre la consommation et la production, ça se passe où? C'est en Île-de-France, je crois, cette fameuse salle où l'on pilote, je dirais, cette distribution, en tout cas, dans le transport. Dites-nous tout. En effet, c'est en Seine-Saint-Denis que, dans une salle qu'on appelle le dispatching national, des opérateurs veillent chaque jour, 24 heures sur 24, seconde après seconde, à réaliser cet équilibre. Alors, quels sont vos interlocuteurs chez RTE, réseau de transport d'électricité, qu'on comprenne bien comment ça marche? Expliquez-nous. Alors, les clients de RTE sont des producteurs au-delà d'une certaine puissance qui sont raccordés directement à notre réseau. Et ce sont également des gros consommateurs qui sont raccordés directement au réseau de transport d'électricité. Et notre plus gros client, finalement, ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution qui ensuite vont acheminer l'électricité jusqu'aux clients individuels particuliers. Donc, le SIGEF, je rappelle, service public du gaz, de l'électricité et des énergies locales en Île-de-France, c'est considérable. 189 collectivités sont accompagnées par votre syndicat. Quelle est votre mission donc au SIGEF? Notre mission historique, c'est de contrôler que précisément ces distributeurs d'énergie, Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz, assument convenablement leur mission de service public de distribution d'énergie, c'est-à-dire entretiennent ce patrimoine qui appartient aux collectivités, que sont les lignes électriques et les tuyaux de gaz, les canalisations de gaz. Alors, à l'heure où la guerre en Ukraine a fait flamber les prix du gaz, du pétrole, bien sûr, on se pose cette question, quels sont les enjeux pour notre région avec ses nombreuses entreprises ou encore ses transports et ses nombreuses collectivités, plus de 12 millions d'habitants. Cette question, justement, Christophe Provost, comment ça s'est passé au niveau du tarif du gaz pour les collectivités locales que vous avez accompagnées? Le gaz qui, on l'a bien vu, voit ses prix flamber. Alors, il se trouve qu'en effet, parmi nos missions, nous gérons, nous coordonnons un achat groupé de gaz pour le compte de 480 membres, collectivités ou bailleurs sociaux, ce qui permet de faire des économies. Ce groupement existe depuis plus de 15 ans et on estime les économies réalisées à plus de 200 millions d'euros. Le dernier achat de gaz date du printemps 2020. Nous avons acheté pour les années 2020, 2021 et 2022 le gaz à 16 € le mégawattheure et il va nous falloir acheter maintenant pour les années 2023, 2024, 2025 à des tarifs qui sont aujourd'hui multipliés par 5, 6 ou 7, d'où
la préoccupation des élus. D'un point de vue justement de votre préoccupation d'électricité, est-ce que vous avez fait des projections chez RTE par rapport, je ne sais pas, horizon 2030, 2035, sur la demande en électricité chez nous en Ile-de-France, entre la croissance de la population et bien sûr aussi l'activité économique? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition énergétique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord réduire nos consommations d'énergie d'une façon générale, quelles que soient les énergies, et ensuite abandonner les énergies fossiles, le charbon, le gaz fossile, le fuel, et transférer et remplacer ces usages, donc dans les transports, dans le chauffage, dans l'industrie, par de l'électricité qui, elle, en France, est décarbonée à plus de 92%. Donc ces transformations majeures vont entraîner sur l'électricité une augmentation de la consommation d'électricité à l'horizon 2050 de plus 35%. Et donc c'est le rôle du réseau de transport d'électricité va être d'acheminer cette électricité de tous les lieux de production vers les lieux de consommation et de s'adapter pour raccorder au réseau les nouveaux consommateurs et les nouveaux moyens de production décarbonés qu'on va développer en France. On parle de réseau, donc c'est important ce chiffre clé. Il y a 6000 km de câbles, je dirais, de fils électriques ici en Ile-de-France. Dans la capitale, c'est environ la distance Paris-Boston. C'est énorme. Et ce que ça veut dire que par rapport à ce que je viens de dire, dans les années qui viennent, il va falloir augmenter encore le nombre de câbles et de fils électriques à travers l'Ile-de-France. Alors, ces 6000 km de lignes, certains sont sur des pylônes, d'autres sont en souterrain. Quand on est en zone urbaine dense, bien évidemment, on construit le réseau en souterrain. Et ils sont reliés par 180 postes électriques sur l'ensemble de la région francilienne pour alimenter tous les franciliens. Et certains de ces postes, je pense que vous ne les voyez pas, sont insérés dans des bâtiments qui ressemblent à des immeubles de bureaux, y compris dans le centre de Paris, proche de l'Arc de Triomphe par exemple, vous avez des postes électriques. Donc après, notre mission à RTE, compte tenu de cette évolution, de cette croissance de l'électricité à laquelle on s'attend, c'est évidemment de renforcer le réseau existant pour qu'il puisse accompagner cette transition énergétique. Donc on renforce le réseau en agrandissant certains postes et parfois on peut être amené à créer de nouvelles lignes si c'est nécessaire. Et par rapport aux collectivités territoriales, qu'est-ce que vous faites, Christophe, pour vous aussi, Jeff, au niveau de l'électricité? Eh bien, nous veillons précisément à ce qu'Enedis rende le réseau de distribution robuste pour faire face à ces nouveaux usages, le développement des data centers, le développement de la mobilité électrique, le déploiement sur la région Île-de-France du réseau du Grand Paris Express, toutes activités qui sont consommatrices d'électricité. Et donc, nous devons veiller à ce que cette demande d'électricité soit au rendez-vous et que l'offre soit au rendez-vous de cette demande. Parce qu'effectivement, l'innovation technologique avec les data centers, tout ce qui est informatique, c'est lieu où on conserve donc les données personnelles et informatiques, c'est très énergivore en électricité. Alors, on disait à l'instant, 95% de l'électricité consommée vient de l'extérieur et pourtant, on parle d'une grande qualité d'électricité en Île-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la qualité de l'électricité qui est délivrée par le réseau. Alors, la qualité de l'électricité, c'est à la fois peu de coupures, ou des coupures très courtes, et puis c'est également la stabilité de la tension. Alors, pour vous donner un exemple, quand il y a un petit creux de tension, chez vous, vous pouvez le voir avec une baisse légère de l'intensité de l'éclairage. C'est pas très gênant pour tout un chacun quand on est chez soi, mais pour des industriels, vous parliez de data center, c'est crucial que la tension soit la plus stable possible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous entretenons notre réseau et nous avons plus de 1000 salariés sur l'Île-de-France qui sont mobilisés pour entretenir le réseau, pour le faire fonctionner, pour intervenir lorsqu'il y a des pannes, pour justement fournir à ces industriels qui veulent s'implanter en Île-de-France une bonne qualité de l'électricité. Et j'ajouterais que c'est un facteur de choix qui est prédominant pour ces industriels qui veulent s'implanter sur notre territoire, et c'est important puisque des industries qui s'implantent sur le territoire, c'est de l'emploi, donc pour l'Île-de-France, c'est important. C'est un facteur clé pour eux d'avoir une bonne qualité de l'électricité. Quand ils cherchent où s'implanter en Europe, ils comparent les qualités de l'électricité des différentes capitales européennes, et la France peut se vanter d'avoir une très bonne qualité de l'électricité. On apprend beaucoup de choses avec vous ce soir. Donc maintenant, on se dit tout, alors, puisque l'énergie, on a dit 95% de cas pour l'électricité, c'est extérieur, donc ça veut dire qu'il y a seulement 5% environ d'énergie produite ici en Île-de-France. Alors,
qu'est-ce que c'est que ces énergies? On va tout savoir avec vous, Emmanuel Tixier, pour ce scan des 18h30. Oui, il y a tout d'abord l'énergie qui est produite pour se chauffer tout simplement, se chauffer directement. C'est l'énergie, par exemple, qui est issue de la biomasse, la combustion des matières organiques, comme le bois. Cela représente 1,6 TWh produit chaque année en Île-de-France par environ 120 chaufferies qui alimentent essentiellement des réseaux de chauffage urbain. Ce chauffage, il peut être produit également par la géothermie. Il y a une cinquantaine d'installations en région parisienne aujourd'hui. Alors la géothermie, voilà à quoi ça ressemble. Il s'agit de grands tuyaux qui sont enfoncés dans le sol à plusieurs centaines de mètres de profondeur et qui récupèrent en fait l'énergie, la chaleur du sous-sol et l'injectent dans un réseau de chauffage urbain, par exemple, Jean-Baptiste. Alors on parle de chauffage, qu'en est-il de l'électricité destinée au réseau? Eh bien, il y a par exemple la combustion des déchets ménagers. Il y a plusieurs sites en Île-de-France, comme on peut le voir sur cette carte, avec l'usine d'Ivry-sur-Seine, et puis également ici, dans les Yvelines, plusieurs usines de combustion des déchets ménagers, les installations de méthanisation également, qui sont une trentaine en Île-de-France. L'éolien terrestre, il y a des éoliennes en Île-de-France, elles sont extrêmement peu nombreuses. Il y a 23 éoliennes en Île-de-France et essentiellement dans le département de l'Essonne. Elles produisent une puissance de 50 MW. Enfin, le solaire pour se chauffer, bien sûr, mais le solaire également pour produire de l'électricité, c'est le photovoltaïque qui produit 75 gigawatts chaque année en région parisienne. Il y a plus de 14 000 installations dans notre région, Jean-Baptiste. Alors parmi ces installations, il y a notamment la ferme photovoltaïque de Marcoussis dans l'Essonne. Il s'agit de la plus grande installation photovoltaïque de la région parisienne et l'une de nos équipes, Norbert Cohen et Raphaël Durosel, est allé la voir. Regardez ce reportage. 58 000 panneaux photovoltaïques installés sur 48 hectares. Voici la plus grande ferme solaire d'Île-de-France. Il aura fallu moins de 2 ans et demi pour la construire à Marcoussis, sur des terres non agricoles, en bordure du TGV Atlantique. Donc la base, c'est que les panneaux restent solidement ancrés pendant 35 ans. Mais on est sur un terrain qui n'est pas très stable, parce que c'est issu des déblais d'une ligne TGV et de la route nationale. Et donc on a dû bien travailler la profondeur des pieux pour pallier à ce manque de compacité du sol. Et le deuxième point, ici, c'est l'écartement entre les rangées. Trouver le bon écartement pour mettre un maximum de panneaux, mais pas trop serrer les rangées pour éviter qu'une rangée fasse trop d'ombrage sur la rangée suivante. Grâce à cette réalisation, le rejet annuel de 21 000 tonnes de CO2 a été évité. Cette centrale produit chaque année 21 000 MWh, l'équivalent de la consommation en électricité de 10 000 habitants. Le projet a coûté 19 millions d'euros. 1,4 million proviennent d'un financement participatif lancé auprès des habitants. Alors Christophe Provost, on voit que produire de l'énergie renouvelable, ça prend de la place. Est-ce qu'il y a suffisamment de foncier en Île-de-France pour développer l'énergie renouvelable? À l'évidence, non, mais n'empêche, on en trouve. À Marcoussis, il y a d'autres projets qui sont en cours. À Luzarches, dans le 95, il y a d'autres fermes solaires qui existent dans le 77, à Meaux ou dans le 78, mais il faut effectivement trouver d'autres supports pour installer les panneaux photovoltaïques qui, à mon avis, sont la filière en effet la plus appropriée en Île-de-France pour créer de l'électricité verte. Et c'est la raison qui nous a poussé à proposer à la ville de Maisons-Alfort d'équiper 60 de ces bâtiments publics de panneaux photovoltaïques, ce qui représente, Roland-Garros arrive bientôt, une superficie équivalente à 110 terrains de tennis. Puisqu'on parle de sources d'énergie d'électricité, je tiens à dire qu'il n'y a aucune centrale nucléaire en Île-de-France et que la plus proche, c'est intéressant de savoir, est située donc environ 110 km de la capitale, à Nogent-sur-Seine, sur la rive droite de la Seine, dans la région Grand Est. D'autres centrales nucléaires également alimentent la région. Ce sont les centrales de Seine-Maritime, notamment en Normandie, Palluel et Panly. Alors, on parlait à l'instant de transition énergétique. Un point très important, vous allez sans doute l'apprendre ce soir. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, les JO de Paris 2024, tous les sites de ces Jeux ne seront pas alimentés grâce à des groupes électrogènes, mais par le réseau d'électricité. C'est une première dans l'histoire des Jeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique, Nathalie Lemaitre? Alors, en effet, on le sait peu, mais tous les sites, dans tous les épisodes précédents des Jeux Olympiques, les sites olympiques étaient alimentés par des groupes électrogènes, donc ils fonctionnent avec du fioul.
Or, vous savez que la candidature de Paris au JO de 2024 est une candidature qui porte l'ambition de la neutralité carbone. Donc, nous relevons le défi avec Enedis et avec le CIO d'alimenter chacun des sites olympiques par les réseaux électriques. Alors, pour nous, ça veut dire qu'on a identifié pour chaque site au moins 2 chemins électriques indépendants pour les alimenter, l'un qui sera le principal, l'autre le secours, et que sur ces 2 chemins, on fait jusqu'à 2024 tout un programme de maintenance préventive renforcé. On va contrôler plus de 4900 équipements et quand ça sera nécessaire, on remplacera en anticipation du matériel de façon à ce que le réseau soit le plus fiable possible. Et bien sûr, pendant les Jeux, on renforcera nos équipes qui seront à pied d'œuvre pour surveiller le réseau, intervenir le plus rapidement possible et relever ce défi des Jeux neutres en carbone. Voilà, donc encore un grand enjeu. Quand on parle bien sûr également de transition énergétique, on pense aux voitures électriques. Est-ce que vous aidez les villes à avoir des bornes pour voitures électriques? Car on sait qu'il y en a beaucoup dans Paris, mais moins dans les zones rurales ou en périphérie. Oui, bien sûr. Nous avons pris l'initiative de financer un réseau de bornes en voirie qui couvre aujourd'hui 83 communes de l'Île-de-France, bientôt 100. Nous mettons à disposition à ce jour 660 points de charge, très exactement, 1000 à la fin de l'année, sur les 11 000 que compte l'Île-de-France à ce jour, et nous veillons à offrir un service public de la recharge en dotant les zones denses comme les zones moins denses de ces bornes électriques. Alors, autre enjeu, c'est cette question, comment moins consommer? On fait le point avec vous, Emmanuel Texier. Eh bien, 2 scénarios sont envisagés par l'ADEME, l'agence en charge de la transition écologique, pour l'Île-de-France. Entre 2015 et 2030, la consommation baisserait selon un premier scénario de 9%. C'est un scénario qui est qualifié de volontariste. Il prend en compte l'augmentation de la population de la région parisienne, le recours renforcé aux véhicules électriques, le développement des transports en commun, et puis la rénovation thermique des bâtiments qui va petit à petit avancer dans le temps. Un second scénario, lui, est qualifié d'ambitieux. Il estime à 17% la baisse de cette consommation. Les appareils énergivores de la région parisienne seraient alors plus rapidement remplacés par des appareils plus sobres, moins gourmands en consommation électrique. Alors cette consommation, on peut d'ores et déjà l'observer en temps réel sur un site qui s'appelle EcoWatt et qui est édité par RTE et qui permet de voir, vous le voyez, en fait c'est une sorte de météo de la consommation avec quelques conseils pratiques comme éviter de charger son téléphone portable entre 8h et 13h ou des conseils concernant le chauffage ou le décalage dans l'utilisation des appareils électroménagers. Par exemple, Nathalie Lemaître, à qui c'est destiné ce type d'outil? C'est destiné aux particuliers, aux entreprises? Alors, cet outil, il est destiné à tous. Il apporte effectivement une météo de l'électricité. Il permet de bénéficier de conseils simples qui permettent à chacun de réduire sa consommation d'énergie. Et également, il permet d'émettre des alertes lorsque l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité est tendu. Ces alertes, elles permettent de mobiliser les citoyens, l'ensemble des consommateurs français, pour réduire leur consommation d'électricité et limiter les pointes de consommation. À titre d'exemple, le 4 avril cette année, RTE a émis une alerte orange et grâce à la mobilisation de l'ensemble des Français, on a diminué le pic de consommation ce lundi 4 avril de 800 MW. 800 MW, c'est presque un réacteur nucléaire qui produit 900 MW, donc vous voyez que c'est important et ça permet, grâce à cet effort collectif, de réduire la tension sur le réseau et d'éviter des coupures. Et pour les collectivités, vous avez un accompagnement pour consommer moins? Oui, la sobriété n'est plus une option, c'est une obligation pour les collectivités comme pour les entreprises. Il existe un texte réglementaire qu'on appelle le décret tertiaire qui fixe des objectifs très précis. Nous devons faire des économies d'énergie sur des bâtiments de plus de 1000 m² à hauteur de 40% à l'horizon de 2030, de 50% à l'horizon de 2040, de 50% à l'horizon de 2050, de 60% à l'horizon de 2050. Donc ce n'est plus une option, et aux maires qui viennent nous voir, on propose effectivement un accompagnement, une assistance dans la conception, la programmation de bâtiments neufs. Nous proposons des audits énergétiques sur le bâti existant. Nous proposons également de valoriser, de collecter les certificats d'économie d'énergie générés par la maîtrise de la demande d'énergie effectuée par ces collectivités. Nous leur proposons aussi des subventions
et une aide à l'investissement pour les travaux qui sont devenus indispensables. Merci Bruno Christophe Provost, donc directeur général du SIGEF, service public du gaz, de l'électricité et des énergies locales en Ile-de-France. Vous accompagnez 189 collectivités. Merci aussi Nathalie Lemaitre d'avoir été avec nous, un délégué régional Ile-de-France RTE, réseau de transport d'électricité. Merci aussi à vous, Emmanuel Tixier. On a appris beaucoup de choses ce soir. On a bien compris les enjeux concernant donc l'Ile-de-France et les énergies. Tout de suite, votre 19-20, votre journal régional. On se retrouve demain à 18h30. Nous parlerons de mixité